2. Bonsoir à toutes et tous. Ce conseil de rentrée de septembre, je vais commencer par les pouvoirs. Monsieur Coconnier-Vincent donne pouvoir à Daniel Deville. Romain, qui est en plein préparatif du festival MGAV, donne pouvoir à Sonia. Mais Sonia, elle arrive, donc voilà, elle arrive. Jérémy, qui est au SMICTOM, donne pouvoir à Aude. Et c'est bon pour ça. Approbation du procès verbal de la séance. Ah oui, la secrétaire de séance, qui Aude, voilà, très bien, merci. Compte rendu des décisions prises, vous les avez juste dessous. Y a-t-il des questions? Des remarques? Merci, je passe. L'approbation du procès verbal, je ne l'ai pas fait. Hein? Approbation du procès verbal. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre, qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Que se passe-t-il? Il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, c'est vrai. Alors, une première délibération qui a fait débat lors de notre réunion de préparation. Donc vous avez eu l'ensemble des délégations du maire. Donc l'évolution de la réglementation permet de donner quelques délégations supplémentaires au maire que vous avez en jaune surligné sur les délibérations. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, moi je ne suis pas arc-bouté, donc chacun va voter en connaissance de cause. Globalement, si vous votez contre, ça veut dire qu'on restera sur les délégations actuelles qui sont en cours depuis le début du mandat. Si vous votez pour, ça veut dire qu'on rajoute en jaune ce qui a été mis dans les délégations du maire. Donc on retrouve notamment les abandons de créances. Donc c'est vrai que c'est plutôt pour gagner du temps administratif, globalement, que c'est fait. Maintenant, si vous estimez qu'il faut que ça reste, qu'il faut passer des délibérations sur ces sujets-là, et ben les services prépareront les délibérations adéquates, comme c'est le cas jusqu'à présent. Donc voilà, c'est une décision à prendre entre ce que vous voulez garder au conseil municipal et, je dirais, le travail des services. Moi, je ne suis pas arc-bouté là-dessus. Moi, je voterai pour, mais vous avez bien entendu le droit de voter contre. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, je vais mettre aux voix. Donc, qui vote contre? Ah, il doit y avoir des pouvoirs. Ah ben c'est bon, vous avez levé. Ceux qui ont des pouvoirs ont levé les deux mains. 8 contre. Qui vote pour? Donc, c'est le pour. Très bien, merci beaucoup. C'est adopté. Ah, le nom des contre. Si les contre peuvent lever la main. Jérémy Aude. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas fait les abstentions. Excusez-moi. Ah, attendez, on va faire les contre d'abord, pour que Claire puisse noter les noms. Contre. Les abstentions, Lucie s'abstient, et donc on considère que les autres sont pour. Merci beaucoup, et je passe la parole à Hubert pour le programme local de l'habitat appelé PLH. Oui, dans le cadre effectivement du PLH qui va donc débuter prochainement. Donc rapidement, en fait, en tous les cas, on va revenir un petit peu sur ce qu'est aussi le PLH. Mais pour rappel, au vu des délibérations du Conseil d'agglomération de Vitré Communauté, le 8 juillet 2021, qui a décidé d'engager la procédure d'un nouveau PLH sur la période 2024-2029. Donc la délibération 2023-154 du Conseil d'agglomération de Vitré Communauté du 6 juillet dernier, a arrêté le PLH numéro 3 pour la période, je vous disais, de 6 ans, 2024-2029, et validant les 3 phases du document, à savoir un diagnostic, des orientations et un programme d'action.
Donc on reviendra un petit peu sur le rôle effectivement du PLH. Considérant que la révision du PLH doit être soumise pour avis au vote du conseil municipal de Châteaubourg, de chaque commune en tous les cas, puisque c'est au niveau de Vitry Communauté, pour respecter le délai de 2 mois donné aux communes pour émettre un avis. Juste pour rappel en fait que le PLH est établi pour une durée donc de 6 ans et vise à répondre aux besoins en logement et en hébergement en assurant une répartition équilibrée, diversifiée de l'offre dans un souci de mixité sociale. C'est un outil donc de programmation, de définition d'une stratégie d'action en matière d'habitat qui se décline pour Vitry Communauté à l'échelle de 46 communes sur la période 2024-2029 et qui s'inscrit notamment dans les obligations de la loi climat et résilience. La révision du PLH a été élaborée en concertation avec les communes, puisque nous avons assisté à plusieurs réunions durant les 2 années de préparation de ce nouveau PLH. Donc réunions qui invitait l'État, les membres des partenaires associés à l'occasion de plusieurs réunions de travail de pilotage, donc qui se composaient d'un diagnostic, d'un document d'orientation et d'un programme d'action. Je vous fais grâce de la lecture effectivement de tout ce qui était au sein effectivement du diagnostic. Je pense que vous en avez peut-être pris lecture puisqu'il y avait des documents joints. Donc en tous les cas, diagnostic territorial. C'est ce qui est important, a abouti à la définition d'une territorialisation de l'agglomération qui se traduit en matière d'habitat par une variété de marchés immobiliers et des enjeux différenciés. La philosophie de cette territorialisation est de prévoir un développement résidentiel des secteurs cohérents avec leurs spécificités en termes d'attractivité, de développement économique et de lutter contre le décrochage des communes fragiles. L'objectif est de réduire bien sûr les écarts de développement observés sur la période récente pour rééquilibrer les différentes dynamiques. 5 secteurs ont été identifiés pour donc une ville centre, bien sûr, une frange ouest qui concerne notamment bien sûr la commune de Châteaubourg du territoire, qui est soumise notamment à l'influence de la métropole rennaise avec un marché immobilier dynamique. Identifié également un secteur centre et puis un secteur nord-sud et également un secteur intermédiaire. Voilà donc la répartition des différents secteurs, des 5 secteurs dans le cadre de ce nouveau PLH. Et donc à partir de ce diagnostic, le PLH 3 a défini 4 orientations stratégiques qui sont donc de diversifier en différenciant selon les enjeux locaux, d'accentuer la politique en faveur du parc ancien, de contribuer à la trajectoire ZAN zéro artificialisation nette, et puis de garantir une gouvernance et des moyens à la hauteur des enjeux. Donc le scénario de développement, alors c'est un programme assez important en tous les cas, retenu pour répondre aux besoins des logements, répond donc notamment à une croissance démographique globale de 0,8% par an, une évolution de la taille des ménages de moins 0,46% par an. Oui, parce qu'il est observé effectivement notamment un desserrement des ménages, et ça représente aujourd'hui, en tous les cas, soit 2,28 personnes par ménage à l'horizon 2029. Une évolution des résidences secondaires et des logements vacants, un renouvellement, donc une disparition de 55 logements par an, notamment sous l'effet du développement des opérations de renouvellement urbain, donc des démolitions et des reconstructions. Ce qui nous donne en chiffres une hypothèse d'évolution sur les différents paramètres que fondent les besoins en logement. Ça aboutit sur 3180 logements pour les 6 années du PLH, avec une répartition de 56% sur la production des 4 pôles, c'est-à-dire 56%, ça représente 1780 logements en 6 ans, et donc répartis 31% sur Vitry et 15% sur Châteaubourg, soit 475 logements sur les 6 prochaines années. Donc cet objectif correspond à une moyenne annuelle de l'ordre de 530 logements, soit 22% en logements locatifs sociaux, publics et privés, territorialisés à la commune et 28% d'accession aidée. Pour rappel, effectivement, seuls 43% de la production de logement est envisagée en extension urbaine, et ça c'est important. On le disait tout à l'heure, la majorité de la production sera réalisée sans consommation foncière, dans le cadre du ZAN, conformément à la loi climat et résilience, donc via des opérations de densification, de renouvellement urbain. Et pour la commune de Châteaubourg, le nombre de logements retenus est de 480 logements, soit en moyenne 80 logements par an, puisqu'on est sur les 6 prochaines années. Le montant pour Vitry Communauté représente un peu moins de 11 millions, 10 855 000 euros, dont 10 150 000 euros en investissement pour la mise en œuvre de cette feuille de route sur toute la durée du PLH numéro 3, donc qui va 2024 à 2029.
L'atteinte de ces objectifs sera suivie par le biais de la mise en place d'un observatoire de l'habitat et du foncier. Et donc, au vu de ces avis, une délibération sera à nouveau soumise au conseil d'agglomération pour amender, tant que de besoin, le projet de révision du PLH qui sera transmis au préfet. Ce dernier sollicitera donc l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Et donc, au terme de ces consultations, le PLH numéro 3 sera proposé au conseil d'agglomération pour adoption. Voilà en résumé un peu tout le travail réalisé en cours des deux précédentes années pour préparer ce nouveau PLH numéro 3 avec des orientations effectivement notamment concernant les logements sociaux. Merci Hubert pour cette synthèse. Merci à ceux qui ont participé aussi à ces différentes réunions. Hubert, Catherine, notamment sur tout le volet logements sociaux. Globalement, ça ne change pas beaucoup la feuille de route qu'on s'est fixée. On est aujourd'hui vraisemblablement entre 7600 et 7700 habitants à Châteaubourg à l'heure où on se parle. On va attendre le recensement qui a été fait en début d'année pour avoir les chiffres précis, mais on devrait être autour de ça. L'objectif, c'est 8500 habitants en 2030. Donc on maintient le cap, on ralentit, puisqu'on sort d'une période où on était sur une croissance à plus de 2%, à 2,5%. On va plutôt être sur une croissance moindre. L'objectif, c'est aussi d'atteindre les 20% de logements sociaux qui nous sont imposés dans le cadre de la loi SRU. Je pense qu'on s'en approchera à la fin du mandat, d'ici 2026. On ne devrait pas en être très loin, vu ça va dépendre maintenant de l'avancée de la ZAC et de la sortie, je dirais, des logements route de Cervon dans la ZAC. Mais globalement, on devrait tendre vers les 20%, je pense, d'ici la fin du mandat, sans doute un petit peu en dessous. Donc voilà, mais début du mandat prochain, on atteindra ces 20%, donc on remplira nos obligations légales. Il aura fallu 2 mandats pour globalement passer de 10-11% en 2014 à 20%, mais c'est un rythme qu'il fallait. Il ne fallait pas aller beaucoup plus vite pour permettre de mixer et de répartir sur l'ensemble des projets les logements sociaux. On a un enjeu fort de desserrement, en effet. Donc il faut savoir que globalement, c'est 50% des logements qu'on construit qui ne servent qu'à maintenir la population. Donc c'est une donnée dont il faut tenir compte. C'est lié à la fois au vieillissement de la population et au fait que tant mieux, mais on reste plus longtemps dans son logement et parfois seul et longtemps dans son logement. On a aussi de plus en plus de demandes sur des familles monoparentales, donc forcément ça aussi entraîne un desserrement des ménages et une demande de logement qui est un peu plus importante, donc il faut en tenir compte, adapter aussi les typologies de logement, réfléchir et avancer sur tout ce qui est logement à destination des seniors, des logements qui sont adaptables dans le temps, donc ça c'est quelques projets aussi qui arrivent, notamment avec Aiguillon Construction, puisque là tout est dans les starting blocks pour qu'on puisse démarrer. Je crois que je passe chez le notaire cette semaine. Donc voilà, la feuille de route, elle est assez claire. Il n'y a pas de changement de cap. Le PLH qui est voté s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'on s'est fixé sur ces 2 mandats. Donc on avance sérieusement en respectant notre feuille de route et en faisant plus de collectifs et beaucoup plus de densification que ce qui pouvait se faire avant. À titre d'information, avant 2014, on était sur 30% de collectifs, 30% de collectifs et 70% de maisons individuelles. Aujourd'hui, le rapport va s'inverser dans les années qui viennent et on sera sur 70% de logements collectifs et seulement 30% de maisons individuelles. Donc on voit bien qu'on est sur un changement. Donc tout l'enjeu, c'est le parcours résidentiel. C'est d'inviter des gens qui aujourd'hui sont en maison, qui n'est pas forcément adapté, à peut-être aller vers un appartement et du coup à libérer des maisons, des grandes maisons qui sont à rénover dans le centre de Châteaubourg. Donc voilà, c'est tout le parcours résidentiel qu'il faut encourager sans consommer, en consommant le moins possible de foncier agricole. Donc c'est tout l'enjeu de ce nouveau PLH. Y a-t-il des questions? Eh bien écoutez, je vous propose de mettre au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup et nous passons au DIA. Ouais, une petite série de DIA.
Ah, tout le monde regarde. Hein. On va bouger un petit peu. C'est le moment assez tôt. Normalement, c'est quand on baisse un petit peu la tension là. Allez, on est parti. La 2023-049, 14 rue de Châteaubriand, parcelle de 599 mètres carrés. Pas de préemption. 2023, 5. Excuse-moi, ça résonne. 2023, numéro 50. On est 111 square du Maréchal Leclerc, 592 mètres carrés. Là également pas de préemption. 2023-051 au 66 rue de Paris, une parcelle de 180 mètres carrés. Donc là pas de préemption. La 2023-52, une habitation également, donc aux 3 rues du Pré-Bazin. On a un terrain de 441 mètres carrés. Pas de préemption. La 2023-53, 2 rue du Ouvert, on a une parcelle de 296 mètres carrés. On avait passé une DIA juste à côté le mois dernier. Donc pas de préemption. La 2023-054, donc ça se situe au 7 rue de la Grande Garenne. Voilà, on a un terrain, voilà, 1016 mètres carrés, mais voilà, tout le monde voit où c'est. Préparoto, ça s'appelle. C'est dans la zone. Alors là, il n'y a pas toutes les constructions, mais c'est à côté du garage Renault. C'est Plessis-Beucher. Hein. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est revendu. C'était Préparoto qui était là, mais qui déménage. C'est ça. 12 rue Maurice Ravel, donc pour la section AL 297. On a une parcelle de 573 mètres carrés, c'est la DIA 2023-55. Là, on n'a pas de préemption. La 2023-56. Donc au 2B rue du Grand Domaine avec un terrain de 577 mètres carrés. Pas de préemption. La 2023-057, on est au Inter rue du Chêne Vert. Ouais, alors c'est un petit bout de cette parcelle-là, c'est le long de la rue en fait. C'est une bout de parcelle de 148 mètres carrés, 77. La 2023-058, 25 résidence du Haut-Pré. Voilà, 431 mètres carrés, pas de préemption. La 2023-59, on va 2 rue Jean Guéhenno avec une parcelle de 152 mètres carrés. La 2023-060, 20 rue des Étangs. Alors voilà, donc là aussi c'est un petit bout de terrain, des régularisations cadastrales, 17 mètres carrés, pas de préemption. La 2023-61, voilà, et c'est mitoyen, c'est la 20 rue des Étangs. Là aussi, régularisation, 6 mètres carrés, pas de préemption, 2023-62. On est toujours au 20 rue des Étangs. Et là, on a une parcelle de 2049 mètres carrés. Un peu plus important, pas de préemption non plus. La 2023-63, on est 2 rue Louis Pasteur, un terrain de 219 mètres carrés. Voilà, donc dans l'angle là, un des appartes. Pas de préemption, 2023-64. Donc on est au 1 rue de la Goulgatière, voilà, sur cette parcelle qui fait 5000 mètres carrés. Pas de préemption, c'est le Castel. La 2023-66, 28 rue des Étangs, on a une parcelle de 417 mètres carrés. Voilà, pas de préemption sur cette DIA. La 2023-67, 35 allée des Peupliers. Donc la parcelle fait 341 mètres carrés. Alors, on est rue des Étangs, ouais, voilà, 28 rue des Étangs. On est passé. Voilà. Et on est au Peuplier, 341 mètres carrés, voilà pour cette DIA. La 2023-068, 25 rue des Manoirs. Voilà, on revient sur. On a déjà commencé sur quelques DIA là, donc tout ça est en train d'être vendu. Sur une parcelle qui fait 819 mètres carrés, on a la DIA 2023-069 au 41 boulevard de la Liberté. Voilà, on a une belle parcelle de 2631 mètres carrés. Là non plus pas de préemption. La 2023-70, 9 rue Madame de Sévigné, un petit terrain de 80 mètres, 78 mètres carrés. Pas de préemption. La 71, on est au 336 parc d'activité de la Gaultière.
Voilà, donc à côté effectivement hein, de DS Armorique, une parcelle de 755 mètres carrés, pas de préemption, et la dernière DIA 2023-72. Donc là, on est au 14 et 16 rue Joliot-Curie, une parcelle de 3872 mètres carrés, dans le cadre de projets effectivement hein, qui ont lieu dans le coin. Donc pas de préemption sur cette dernière DIA. Ça monte dans le coin. Ouais, ça prend de la hauteur. Merci. Y a-t-il des questions? Merci. On continue. Eh ben, c'est toujours Hubert, délibération 140, Zac de la Bretonnière. Je propose de passer la 140 et peut-être la 141 en même temps, parce que c'est la session, et la désaffectation et déclassement du domaine public et la session. Vas-y. Hein, si vous voulez bien. Alors, donc, voilà, on va avoir un petit visuel aussi sur une, je pense, hein, oui, voilà, sur une parcelle, hein, alors, on va faire ça dans l'ordre, effectivement, sur la désaffection et le déclassement. Une parcelle donc a été détachée de la parcelle cadastrée, section 298. Là, on la voit sur le plan, profit de Monsieur et Madame Coujane, donc qui habitent au 16 rue du Champ d'Air à Châteaubourg. Donc, ils nous avaient fait une demande hein, pour faire l'acquisition. Voilà, on le voit, de cette parcelle de 5 mètres de large. Ça représente donc une superficie de 97 mètres carrés. Actuellement dans le domaine public, et donc il y a lieu de constater donc préalablement à la vente sa désaffection et de prononcer donc son déclassement en domaine public. Donc ça c'est l'objet de la première délibération. Et donc la deuxième effectivement donc c'est l'acquisition au prix de 106,14 € du mètre carré TTC, soit 89 € hors taxe, donc qui a été proposé à Monsieur et Madame Coujane, donc ils l'ont accepté. Et d'ailleurs cette proposition est en cohérence avec l'évaluation faite par les domaines du 2 juin 2023, en rappelant bien sûr que tous les frais sont à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Donc je mets au vote les deux délibérations. On commence par la 140. Qui est contre? Qui s'abstient? Et on enchaîne avec la 141, donc la session. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Un dossier qui durerait. C'est bien. Ouais. Alors après, effectivement, quand on le voit comme ça, on peut se poser la question, mais quand on regarde la vue d'ensemble, effectivement, on retrouve un alignement par rapport aux autres parcelles qui sont à proximité. Donc voilà, il y avait une certaine logique. Voilà, enfin, il n'y avait pas d'objection en tous les cas à cette vente. Très bien. Et ben on continue toujours avec Hubert sur la 142 rue Joliot-Curie. Et je propose également qu'on fasse la 143 en même temps. Hein, voilà, si vous voulez bien. Même chose, hein, désaffection, déclassement et ensuite cession de la parcelle. Donc juste pour effectivement resituer la chose, c'est dans le cadre d'un projet d'extension et réaménagement de son site, l'entreprise Apelitos, donc qui se trouve 20 rue Joliot-Curie. Je pense qu'on va le visualiser hein, pour ceux qui localiseraient pas trop. C'est dans le coin où il se monte des choses, là, dans le coin de la Goulgatière. Beaucoup d'activités dans ce secteur-là. Donc là, cette société a fait part de son souhait d'acquérir une parcelle d'une contenance cadastrée de 891 mètres carrés. C'est la parcelle ZB48, voilà, que l'on voit parfaitement ici. C'est l'objet de cette première délibération, c'est d'approuver donc la désaffection et déclassement du domaine public de cette parcelle. Effectivement, dans le cadre d'un projet effectivement d'évolution hein, de cette société. Donc la cession est proposée au prix de 26 730 € net vendeur sur cette parcelle de 891 mètres carrés. Cette proposition est en cohérence avec l'évaluation des domaines faite le 24 novembre 2022, ce qui nous fait un prix de 30 € du mètre carré, et tous les frais bien sûr étant à la charge de l'acquéreur. Alors, petite ligne également importante, la cession donc se fera sous certaines conditions de conservation des arbres existants, et si certains devaient être abattus, l'abattage devra être compensé par de nouvelles plantations d'arbres. Voilà, on précise ce genre de choses maintenant. Tout à fait. En effet, l'entreprise veut agrandir en fait une partie de son bâtiment, mais collé à son bâtiment, et en fait, ils doivent conserver un pourcentage d'espace vert sur leur parcelle, et donc pour pouvoir avoir ce pourcentage d'espace vert, eh bien, il leur faut récupérer cet espace vert-ci qu'ils entretiennent déjà. Donc vous voyez, c'est coincé entre Tendriade et Apelitos, et donc en fait c'est déjà Apelitos qui entretient régulièrement ce bout, donc voilà, ça va nous enlever
un peu d'espace vert, pas simple à entretenir pour nos équipes. Et donc, on précise bien, en effet, qu'on souhaite conserver les arbres, ce qui est aussi la volonté de l'entreprise, puisque ça fait une zone ombragée où les salariés viennent souvent pique-niquer entre midi et 2. Donc, voilà, on était raccord là-dessus. C'est bon, je mets au vote la délibération 142, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. La délibération 143, qui s'abstient, qui est contre. Merci beaucoup. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, cette société qui n'est pas très connue, parce qu'elle travaille beaucoup pour Thales. C'est une société qui fabrique des circuits imprimés, notamment pour toute l'aviation et l'aérospatiale. Donc voilà, une société qui va très bien. Et donc, il y a des projets d'extension. Mais c'est une société très discrète puisqu'ils ont beaucoup de brevets et de choses voilà, très protégées. Il faut montrer patte blanche pour rentrer. Voilà, c'est très, très encadré. Mais c'est une belle entreprise. Et donc, la dynamique de Thales a des répercussions, en fait, aussi sur cette entreprise qui devrait embaucher, qui a déjà embauché une cinquantaine de salariés et qui a des perspectives vraisemblablement d'une cinquantaine de salariés dans les années qui viennent, en fonction de la conjoncture, bien entendu, mais en tout cas, c'est les perspectives actuelles. Nous passons à la délibération 144, toujours Hubert. Oui, qui concerne effectivement la ZAC multisite et notamment le secteur des Noé, concernant effectivement cette fois-ci la cession d'un terrain pour une crèche dans ce secteur. La commune a lancé le 10 février de cette année une consultation pour la cession d'un terrain de 700 mètres carrés dans le secteur des Noé, donc pour le choix d'un porteur de projet qui réalisera une crèche. Donc en attendant la réalisation du plan de division et de numérotation par le géomètre, le terrain se trouve en partie sur la parcelle cadastrée 298 AM numéro 240. Et donc la surface à céder sera ajustée en fonction de l'emprise nécessaire pour le projet de la crèche. Le terrain sera à viabiliser par le porteur de projet avec la création d'une placette de retournement. Voilà, on visualise sur le plan le projet d'implantation de cette future crèche. Par délibération donc, du conseil municipal le 6 juin dernier, la commune de Châteaubourg a approuvé les conditions de cession au prix de 30 € hors taxe le mètre carré et a autorisé monsieur le maire donc à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Dans le cadre de ce projet de crèche, la société Rigolo comme la vie se fait accompagner par une société foncière, la SCI Fildin. Crèche bis portera l'investissement financier. Je vais jusqu'au bout. Foncier, pardon. Fildin Crèche bis. Donc la cession définitive par la ville sera réalisée sous condition d'un accord écrit entre la société Rigolo comme la vie et la société SCI Fildin Crèche bis pour la gestion et l'exploitation de la crèche. Et après, bien sûr, l'obtention d'un permis de construire. Voilà. Et donc, c'est une crèche dans laquelle nous aurons des places PSU, un peu sur le même modèle que la crèche Babylou qui existe aujourd'hui à côté de la gendarmerie, pour ceux qui voient où elle est située. Donc là, Rigolo comme la vie, en effet, va construire le bâtiment sur 20 places. Et donc, on aura une quinzaine de places en PSU. Donc, ce qui est important, un PSU, c'est un tarif très avantageux. En tout cas, subventionné par la municipalité. Donc voilà, projet qui s'inscrit aussi dans cet espace à côté de la maison de l'enfance et donc dans une certaine forme de cohérence avec l'envie d'avoir un projet aussi tourné vers la nature. Donc voilà, c'est ce qui nous a bien plu aussi dans cette candidature. Donc espérons que ce soit rigolo comme la vie, tout ça, et que les chantiers se passent bien. Ça va faire du bien. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont participé aux auditions des différents candidats, à toute la réflexion et un projet qui devrait, j'espère, démarrer rapidement. Puisque notre objectif, c'est, vous le savez, on va perdre vraisemblablement autour de 60 places d'assistantes maternelles dans les années qui viennent. Donc il faut qu'on compense ces places. Donc il y a à la fois des projets de micro-crèches privées qui s'ouvrent, mais il faut aussi qu'on réponde par des places PSU qui répondent aussi à un certain niveau de revenus. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on arrive à trouver, et puis d'essayer de trouver quand même encore des assistantes maternelles, puisque c'est un beau métier et qu'il faut continuer de l'encourager. Mais voilà, on a notre feuille de route, il faut la tenir. Aude, tu as une question? Il y a 20 places à Babylou,
nous achetons 20 berceaux à Babylou. Il a 15, c'est ça, dans Rigolo comme la vie? Il y en a 16 à Babylou. 16 chez Babylou. Oui. 31. Ouais. Subventionné Oui, par la PSU. municipalité. Tout à fait. PSU. Ouais, Oui, tout à fait. Oui. Oui. Voilà. Oui. Et le reste est complété par des berceaux entreprises, notamment. Voilà. On aura aussi sans doute, avec Vitré Communauté, une réflexion dans la zone d'activité de la Gaultière sur une crèche inter-entreprise, comme il peut exister à Étrelles, voilà, sur le site de Thalès. Donc, mais là, ça ne répond pas forcément aux habitants de Châteaubourg, mais plutôt aux salariés des entreprises qui travaillent sur la zone d'activité. Mais voilà, on sait que c'est aussi un frein au retour vers l'emploi quand on n'a pas de moyens de garde, donc il faut y répondre. Des questions? Eh bien écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et nous passons à la délibération 145. Et ce n'est plus Hubert. C'est Catherine Guiborel. Cathy. On reste dans la petite enfance. La caisse d'allocation familiale, donc la CAF, contribue au financement du relais petite enfance au titre de sa politique d'action sociale familiale. Elle verse ainsi une prestation de service conditionnée à la réalisation de certaines missions par le RPE. Les différentes modalités de financement sont définies au sein d'une convention d'objectifs et de financement qu'il convient de valider pour la période 2023-2027. Le projet de convention est joint en annexe de la présente note de synthèse, que tout le monde a lu évidemment. Suite à la présentation du sujet en commission numéro 4 du 13 septembre, commission 4, oui, du 13 septembre 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale au titre de la prestation de service RPE, jointe en annexe de la présente note de synthèse, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention, tout document relatif à ce dossier, ainsi qu'à percevoir la prestation de service de la CAF au titre du RPE. Y-t-il des questions? J'adore ces dossiers-là. Merci à ceux qui occupent ces délégations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Et on continue un peu sur le même ordre. Tout à fait. Donc là, c'est la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, qui contribue aussi au financement du relais petite enfance au titre de sa politique d'action sociale et familiale, articulée autour de l'amélioration de la vie quotidienne des familles en milieu rural. Elle verse ainsi une prestation de service RPE complémentaire à la prestation de service versée par la Caisse d'allocation familiale et soumise à la réalisation de missions équivalentes. Les différentes modalités de financement sont définies au sein d'une convention qu'il convient de valider pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Renouvellement par tacite reconduction. Le projet de convention est joint en annexe de la présente note de synthèse, et tout le monde l'a lu. Suite à la présentation du sujet en commission 4 du 13 septembre 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention de financement de la prestation de service RPE avec la MSA, joint en annexe de la présente note de synthèse, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention, tout document relatif à ce dossier, ainsi qu'à percevoir la prestation de service de la MSA au titre du RPE. Voilà. Sachant que je me suis un peu renseignée quand même sur la question. Ah ben j'espère. Oui. Donc en fait, par rapport à la MSA, on s'est aperçu par rapport au centre de loisirs, aux périscolaires et aux écoles publiques privées, il y a quand même 80 familles, dont 23 enfants, qui bénéficient de la prestation MSA. Alors que pour le RPE, en fait, ils ne font pas le distinguo entre RPE CAF et RPE MSA. Donc on n'a pas des chiffres vraiment exacts. Voilà. Donc c'est quand même... Merci important. beaucoup pour ces précisions. En effet. Ça a augmenté, le nombre a augmenté. Ah oui, oui. d'accord. Oui. C'est intéressant et donc important. Ben oui. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Tu continues. Je continue. Délibération 147, Maison de l'enfance. Voilà. Les services de la protection maternelle et infantile du Centre départemental d'action sociale de Vitré effectuent des permanences au sein des locaux de la Maison de l'enfance. Ces services ont sollicité l'utilisation d'un autre bureau pour les consultations du médecin de la PMI. Il convient donc de modifier le contrat de location de bureau en conséquence.
Et suite à la présentation du sujet en commission 4 du 13 septembre 2023, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 au contrat de location de bureau au sein de la maison de l'enfance, tel que joint en annexe de la présente note de synthèse, d'autoriser Monsieur le maire à recevoir la participation financière du département au titre de la location de ces bureaux et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le dit avenant ou tout document relatif à ce dossier. Donc en fait le bureau va être un petit peu plus grand, donc du coup le loyer que la PMI verse en fait va être un petit peu plus important. Voilà. Voilà. Non, le bureau qu'ils avaient actuellement de PMI n'était pas assez grand. Le médecin de la PMI trouvait qu'il n'était pas assez grand. Et donc voilà. On a fait. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et je passe la parole à Catherine pour la 148. Alors, concernant un sujet passionnant également, la charte départementale du partage de l'information entre les communes et le département. Alors, comme tout le monde le sait, le conseil départemental est identifié comme chef de file de l'action sociale via une présence décentralisée au sein des agences départementales, dont celle de Vitré. À ce titre, les professionnels agissent sur les domaines de l'action sociale, de l'enfance, de la famille, de l'insertion sociale et professionnelle, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, tout notre périmètre d'action, bien sûr. Ces agences intègrent aussi les services de vie sociale et du centre départemental d'action sociale. Donc, afin de promouvoir davantage le partenariat mis en œuvre à l'échelle des territoires, le conseil départemental a réuni les élus au printemps. Donc, les maires étaient invités. J'ai représenté monsieur le maire, effectivement, à une réunion, afin qu'il signe la charte départementale du partage de l'information, donc entre les communes et le département. Donc concrètement, le conseil départemental s'engage avec cette charte à communiquer davantage vers les collectivités sur les actions mises en œuvre par leurs services dans une approche globale. Ce sont bien des actions collectives. De plus, sur certaines situations individuelles fragiles et notamment liées à la protection de l'enfance, et là c'est important, en respect de la notion de partage d'informations à caractère secret. Alors on ne parle plus de secret professionnel dans leur service, mais plutôt d'informations à caractère secret. Voilà. Les services s'engagent à communiquer davantage vers les maires, donc uniquement les maires. Je précise bien là, donc pas les directeurs d'école, pas d'autres services et pas la population. C'est vraiment la relation avec les maires. Donc ceci dans un cadre légal contraint sur les suites mises en œuvre lors de certains accompagnements. Donc, si vous le souhaitez, je préciserai que nous n'avons donc pas eu de version numérique de cette charte. Donc, j'ai uniquement le document qui est à votre disposition. Si vous souhaitez consulter, je vais le remettre à monsieur le maire pour qu'il l'ait, s'il en veut la lecture rapide. Voilà. Donc, ainsi, cette charte va venir réaffirmer donc des principes qui sont déjà connus, bien entendu, mais donc qui sont là plus, je dirais, officialisés et avec un effort d'une réunion annuelle. A priori, de ce que l'on en a compris, c'est pas encore défini quand, pour pouvoir donc échanger sur des informations et notamment sur des informations qu'ils ont dans leurs différents services, ce qu'ils ne faisaient pas forcément jusqu'à présent. Donc voilà. Donc, afin d'autoriser la signature, le Conseil, vous êtes donc invité à approuver les modalités de cette charte. Donc, suite à la présentation du sujet en commission 4 du 13 septembre 2023, il vous est proposé d'approuver les termes de la charte de partage d'informations entre les communes et le Conseil départemental, d'attirer l'attention sur une mise en œuvre effective de cette charte en s'engageant sur un calendrier de rencontres régulières. Donc, on souhaite vraiment que ça soit concrétisé et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer donc les documents relatifs à ce dossier. Voilà. Merci Catherine pour cette présentation complète. Voilà. Bon, je vais signer la charte et si vous me l'autorisez. Et puis j'espère surtout que ça va être suivi des faits et qu'en effet on va pouvoir faire tomber quelques cloisons qui sont particulièrement résistantes
entre différents services. Voilà. Donc, en effet, on n'a pas à tout savoir et c'est normal. Mais parfois, dans certaines situations, ça nous aiderait bien d'avoir quelques informations importantes pour pouvoir accompagner, notamment quand il s'agit d'enfants, accompagner au mieux, puisque nous sommes aussi, nous, en tant qu'élus, souvent au front. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 149, toujours Catherine. Alors ici, il s'agit donc de déterminer le loyer d'une habitation 30 rue de Vitré. C'est une maison que nous proposons donc en location. Pour mémoire, on avait pris une délibération conseil municipale à la date du 26 mai 2020, déléguant à Monsieur le maire l'exercice au nom de la commune des droits de préemption sur cette habitation. Il s'agit d'une parcelle cadastrée section 298 AN numéro 71 qui est 30 rue donc de Vitré, d'une superficie de 392 mètres carrés. Voilà, qui est situé dans le périmètre de droit de préemption urbaine de la commune. Donc ce terrain est occupé par une maison individuelle, je ne vous donne pas les détails, mais qui fait 71 mètres carrés. Voilà. Donc il y a eu préemption sur ce bien à l'occasion de l'aliénation du bien situé donc 30 rue de Vitré. Alors, compte tenu des caractéristiques du logement et du caractère précaire de cette mise à disposition, en précision, c'est une mise à disposition d'une famille ukrainienne qui logeait donc dans un autre logement de la commune, à qui c'est proposé. Voilà. Donc, il convient de déterminer un loyer en cohérence, considérant qu'aucun travaux de rafraîchissement n'a été mis en œuvre dans cette habitation. Donc, on précise quand même également que les locataires resteront de ce fait redevables des fluides nécessaires au bon fonctionnement de l'habitation, ce qui n'était pas le cas lors de la location précédente proposée. Merci Catherine. Donc, il s'agit de la maison qu'on a préemptée entre la salle de Saint-Melaine et le futur projet immobilier. Donc, c'était une maison qui était toute seule. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de projet et on n'en fera pas sur le mandat parce qu'on n'a pas le temps de lancer un nouveau projet. Mais voilà, ça nous laisse le temps de réfléchir à l'avenir de cet emplacement stratégique entre la salle de Saint-Melaine et le futur projet immobilier. Les travaux comme ça du projet immobilier du garage, l'ancien garage Lejean, pour ceux qui ne suivent pas, seront terminés à la fin du mandat. Donc ça permettra au prochain mandat de se projeter sur ce qu'on a envie de faire à la place de cette maison. Et donc en attendant, on l'occupe pour pas qu'elle reste inoccupée. Et donc du coup, on reloge une famille qui était sur Châteaubourg et qui donc aura un bail précaire et donc qui à tout moment, en effet, alors on laissera bien sûr un laps de temps de quelques mois, mais voilà, le jour où les élus décideront de reprendre la main sur cette maison, ils sont prévenus, nous reprendrons la main sur cette maison. Est-il des questions? Des remarques? Alors, ça n'a pas été corrigé. Le montant est donc de 390 € mensuels. Voilà. Donc, le sujet a été présenté à la commission 4 également du 13 septembre et on a eu un petit débat. Après, renseignement pris auprès de notre notaire, il y avait une préconisation de 400 à 500 €. Nous avons regardé le prix de location au mètre carré des biens que nous avons actuellement sur la commune, ce qui donnait en fait une valeur basse à 373 € et une valeur haute à 405 €. Donc, à l'unanimité, dans la commission, nous avons décidé de proposer un loyer à 390 € et il ne sera pas demandé de caution. Sachant que la déco est dans son jus, comme on dit. Voilà. Et c'est 71 mètres carrés, donc c'est pas... Tout à fait, c'est un petit logement. Y a-t-il des questions? Je me vois qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Je passe la parole à Daniel pour la délibération 150. L'association La Ludothèque, le monde du jeu. Si, ça y est. L'association La Ludothèque, le monde du jeu, a organisé le 10 septembre 2023, donc passé, l'événement La Fête du Jeu. L'association était venue présenter son projet devant la commission 1 le 28 juin dernier. Suite à cette présentation, la commission a décidé de proposer le versement d'une subvention de projet
d'un montant de 2 000 €. Cette subvention ne sera versée qu'après la tenue de l'événement, ce qui est fait, et la présentation d'un bilan qualitatif et financier de l'action. Suite à la présentation du sujet en commission du 28 juin 2023, il est proposé au conseil municipal de voter pour l'association La Ludothèque, le monde du jeu, une subvention de projet de 2 000 € dans le cadre de l'organisation de cette fête du jeu. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. Oui. Quel est le montant de la subvention donnée chaque année à l'association en dehors de ça? En dehors de ça, c'est une subvention, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 500. Je me rappelle plus, je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est 500, non, 2 000 €. On ne parle pas de la salariée, hein, parce que sinon, c'est encore plus. Oui, mais ça fait partie de la subvention qu'on verse néanmoins. Oui, parce Si que on paye maintenant, on la l'appelle salariée. subvention... Non, mais tout compris. Combien donne-t-on? Combien? Alors, vas-y. Donc, si on paye la salariée, Oui, dont la on salariée. paye dont la salariée. Une partie de la salariée, pas tout. Une partie. Ah, je sais plus. J'ose pas dire parce que j'ai peur de dire. Combien? 2500. Oui, c'est ça. 2500. 2500 et 500 €, 2000 pour la fête du jeu C'est et pour un la fête du demi-salarié. oui. Non, 2500 tout. Oui, c'est pour ça que j'ai dit 500. Parce que c'est 500 qu'on a donné déjà en subvention. Et là, c'est 2000 qui nous demandaient pour la fête du jeu. Non. Et après, un Les demi, 2000 sont pour la fête un du demi jeu. équivalent temps plein. 500 de subvention et 2000 pour la fête du jeu. Oui, plus la salariée. Ah oui, mais oui. C'est tracé ainsi, comme l'a dit Daniel, quand l'événement est réalisé. Voilà. Les 500 €, c'est la subvention qu'on Le donne. fonctionnement. Voilà. Une subvention pas exceptionnelle, une subvention de fonctionnement de 500 €. Et 2000 € sont rajoutés si la fête du jeu a lieu. Si elle n'a pas lieu, il n'y a pas. Le projet. Et 15 000 € pour Et 15 000 frais, € pour. voilà, de la salariée. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci beaucoup. 2 abstentions. Délibération 151, c'est Aude. Merci. Alors, délibération 151, elle touche l'accroissement temporaire saisonnier d'activité. Vous savez, certains emplois connaissent des accroissements d'activité. Il faut prévoir au cas où quelque chose. Alors, le seul poste qui change par rapport à l'année dernière, c'est le service police municipale, où il est proposé un nombre d'emplois de 1 en cas d'accroissement temporaire d'activité. Donc, vous savez qu'on va avoir un nouveau policier municipal. On n'aura peut-être pas besoin de cette délibération, mais on la prend quand même, puisque normalement, quand il arrive, puisqu'il n'arrivera que le 2 octobre finalement, au lieu de fin septembre, il aura normalement toutes les accréditations, il sera assermenté et on n'aura pas besoin de cette délibération. Mais au cas où, on préfère vous la faire prendre ce soir. Si jamais, voilà, ça nous permet qu'il commence déjà à travailler sans être assermenté. Donc, il ne fera pas toutes les missions s'il n'est pas assermenté. Mais normalement, ça devrait être bon. Et donc, 2 octobre, arrivée de notre nouveau responsable du service police municipale, puisque Franck, notre policier actuel, lui sera rattaché. Pas de questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Nous retirons la délibération 152 suite à la commission, la CAO ou la MAPA, je ne sais plus. Bref, la MAPA, voilà, c'est écrit en plus, puisque les pénalités, il n'y a pas de pénalités, n'ont pas été retenues par la MAPA. Donc je retire la délibération. 153, délibération importante dans la vie d'une collectivité. Je passe la parole à Aude. Merci, monsieur le maire. En effet, cette délibération est grisante.
je crois qu'on peut le dire, puisque nos agents vont bénéficier des tickets restaurants et que cette délibération scelle le fameux accord cadre pour l'émission de ces fameux titres. Donc, suite à la commission d'appel d'offres, eh bien, l'entreprise Edenred a été retenue. Donc, nos agents vont pouvoir bénéficier incessamment de tickets restaurants. Et je crois pouvoir dire que le prochain CST va être joyeux. Merci beaucoup. Il s'agit globalement d'un engagement à peu près de 80 € par mois et par agent de la collectivité. Donc c'est ce que nous mettrons. Pas par ticket restant. Globalement, c'est l'équivalent de 80 € de pouvoir d'achat supplémentaire en ticket restaurant que la collectivité va mettre. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Programme de voirie 154, toujours Aude. Alors, cette délibération 154 est un petit peu particulière puisque c'est un programme de voirie que nous avons déjà validé et qui a besoin pour se faire, parce que micmac administratif, fait que il faut valider l'augmentation de 15% du montant maximum. Encore une fois, c'était un marché accord cadre, c'est ça, d'un montant maximal de 170 000 € hors taxe. Et il est demandé 15% de plus pour passer à 195 500 € hors taxe. Alors, pour mémoire, parce que comme les programmes de voirie se succèdent les uns les autres, celui-ci était un programme de voirie avec 13 lignes. Et entre autres lignes, une réfection de voirie, celle qui mène vers MG2Mix. Également une réfection de voirie. Alors, on dit réfection de voirie, mais en fait, il y a eu des travaux cet été dans la cour de l'école Charles de Gaulle, et ça faisait partie de ces 13 lignes. Et puis, un autre point à la Bretonnière qui date d'il y a un petit moment déjà. Voilà, je flèche ces trois-là parce que ces trois réalisations ne concernent pas la ligne budgétaire dite voirie, mais bien d'autres lignes budgétaires. Le budget annexe Bretonnière, une autre la ligne Charles de Gaulle et une autre le plan vélo. Merci. Et donc voilà, théoriquement sur la ligne voirie au budget, ce sont 170 000 € qu'on a voulu respecter, mais en réalité, 3 opérations touchent 3 autres budgets. Bien. On a un agent qui était nouveau. Voilà. Donc on a besoin de 15%, s'il vous plaît. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 155. Je passe la parole à Eric. Merci. Donc, il s'agit d'une autorisation d'ouverture de commerce pour le 2024, le dimanche. Donc, en fonction du Code du travail, de l'avis favorable de Vitry Communauté, nous proposons que le maire puisse autoriser l'ouverture des commerces de détail jusqu'à 12 dimanches dans l'année. Alors ça ne concerne que les commerçants qui ont du personnel. Ceux qui sont indépendants ne sont pas concernés par ce dispositif. Ils peuvent ouvrir sans autorisation. Cette année, nous proposons d'ouvrir 3 dimanches de juillet, le 7, le 21 et le 28, le 14 étant déjà... le dimanche 14 tombe le 14 juillet. Au mois d'août, les 4, 11, 18 et 25 août. Et le 1er septembre pour bien couvrir la période estivale. Et puis l'autre période qui est intéressante pour les commerçants, c'est le mois de décembre avec 4, cette année, en 2024, 4 dimanches, le 1, 8, 15 et 22. Donc nous vous proposons de suivre ces préconisations. Merci beaucoup. Alors, puisque ça a pu faire couler un peu d'encre parfois dans la presse, il ne s'agit pas de l'ouverture des supermarchés qui n'ont pas du tout l'intention d'ouvrir les dimanches de juillet et août, mais il s'agit surtout de permettre notamment à notre épicerie fine du centre-ville, à notre chocolatier du centre-ville, au concept store Maison Ornae par exemple, de pouvoir profiter du flux touristique de Village Étape et de pouvoir ouvrir, mais d'être pas forcément que le gérant, puisque aujourd'hui elles ont le droit d'ouvrir, ils ou elles ont le droit d'ouvrir,
mais il faut que ce soit le gérant qui soit présent. Donc là, ça leur permet d'ouvrir, mais que ce soit un des salariés en fait qui puisse prendre le relais, puisque c'est une période où les gérants de ces magasins prennent aussi parfois des vacances. Donc voilà un petit peu tout l'enjeu de cette délib. Ça concerne vraiment les commerces du centre-ville essentiellement, qui vont essayer de saisir l'opportunité. En tout cas, l'épicerie Autant des Cerises l'a saisie, et c'est plutôt appréciable, en tout cas pour les touristes de passage, d'avoir quelque chose d'ouvert, de aussi pouvoir grignoter un petit truc, boire quelque chose en terrasse, notamment le dimanche après-midi, puisque une fois que le PMU l'étrier, le bar a fermé à 13h, et ben on est parfois content d'avoir ce commerce qui reste ouvert l'après-midi. Y a-t-il des questions? Oui. Une explication de vote. Merci. Alors, je vais voter contre cette délibération, non pas parce que je suis favorable à la fermeture des commerces le dimanche, mais comme le disait le maire, la loi permet aux gérants, s'ils le veulent et s'ils en trouvent le besoin, d'ouvrir le dimanche. Et l'épicerie dont nous parlons est une épicerie qui n'est pas non plus une immense surface, et du coup, les alternants qui travaillent dans cette épicerie n'ont pas toujours le choix de travailler ou non le dimanche. Donc, pour ce qui me concerne, je vais voter contre cette délibération. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Non. Donc, je vous propose de mettre aux voix. Donc, qui vote contre? Donc, 3 contre, plus 3, pas Jérémy. Très bien. Qui s'abstient? Jérémy s'abstient. Et Daniel, tu t'abstiens? Et donc, je suppose que les autres sont pour. Et donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Adoption du règlement budgétaire et financier de la ville de Châteaubourg. Bertrand David. Donc, par délibération en date du 10 octobre 2022, la ville de Châteaubourg a approuvé le passage à la norme comptable M57 à compter du 1er janvier 2023. Pour mémoire, cette norme sera applicable obligatoirement à toutes les collectivités au 1er janvier 2024. Cette nomenclature prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature, dont l'objectif est d'améliorer la gestion pluriannuelle et la transparence de l'information budgétaire et comptable. Donc, je dirais que le règlement budgétaire et financier précise notamment les principes généraux portant sur le budget et l'exécution budgétaire, les modalités de gestion des dépenses et recettes, les opérations spécifiques dont la clôture d'exercice et la gestion patrimoniale. Le règlement budgétaire vous avait été présenté en réunion privée du 5 septembre 2023. Si vous avez des questions suite à cette présentation que l'on avait faite depuis le 5 septembre, dites. Sinon, on vous propose d'approuver le règlement budgétaire et financier joint à la présente note de synthèse, applicable dès le 1er janvier 2023. Bon, c'est surtout une vraie formalisation attendue de process qu'on a déjà mis en place, mais au moins ça cadre les choses, notamment dans le cadre de la M57. Je suppose qu'il y a plein de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et dernière délibération pour Bertrand, budget relais petite enfance. Je suis passé où? Non, je l'ai paumé. Attends. Ça va arriver. C'est celui-là. Donc budget petite enfance, oui. Donc c'est la décision modificative des M1 de l'exercice 2023 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements juridiques et comptables. Donc, pour le relais petite enfance, en section de fonctionnement et d'investissement, cette décision modificative permet notamment d'ajuster le montant des dotations d'amortissement
suite à la mise en place au prorata temporis dans le cadre de la nomenclature M57. Et c'était dans le cadre pour la gestion du logiciel. Oui. Et donc, on a 400 € qu'on met en fonctionnement et 400 € que l'on met en investissement qui n'était pas prévu. Voilà. Pas une grosse décision modificative. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté et nous en avons fini avec cet ordre du jour. Un petit mot, bien sûr, pour parler du festival qui aura lieu ce week-end à Châteaubourg. Ça a l'air de très bien se remplir puisque le vendredi soir, je pense, va être complet. En tout cas, on y est presque. Et le samedi est bien parti aussi. Donc j'espère maintenant que la météo va se tenir. Vous avez sans doute pu remarquer que les chapiteaux commençaient à se monter. Donc n'hésitez pas à passer une tête. Moi, j'y passerai vendredi soir certainement, samedi soir aussi. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, mettez un petit message et puis on essaiera de boire un godet, comme on dit par chez nous. Petite pensée quand même pour les commerçants voilà, je regarde Estelle puisqu'elle est impliquée dans l'association. Voilà, une annulation qui est jamais simple à prendre. Hein. Alors c'est sûr, après on peut toujours se refaire le match après coup, hein, mais quand on voit ce qui s'est passé à Ernée, par exemple, voilà, la tempête d'Ernée aurait pu être à Châteaubourg. Donc voilà, on va pas. C'est comme ça, il y a une prise de risque qu'il fallait pas prendre 24 heures avant. Donc tout notre soutien à l'équipe de Castel-Arcom qui saura rebondir et revenir encore plus fort sur un prochain événement. Mais c'est vrai que c'est un moment attendu, on s'en rend compte dans les commentaires. C'est devenu quelque chose de noté dans les agendas également. Vous informez aussi que la guinguette a fermé ses portes et que les conteneurs se sont envolés aujourd'hui et que le plan B a pris la direction du festival MGAV, puisque les conteneurs vont être utilisés ce week-end. Donc voilà, je crois qu'on fera le bilan avec les gérants, mais ça semble avoir été un succès, en tout cas très apprécié par de nombreux Castelbourgeois. Et pas que, voilà, ça a attiré aussi des communes autour qui sont venues dans le centre-ville de Châteaubourg. Un retour positif aussi dans les commerces, hein, il faut se le dire, hein, c'est-à-dire que des gens qui viennent boire un verre à la guinguette parfois prolongent au restaurant ou font 2-3 courses au proxy juste à côté. Donc voilà, tout ça semble positif, mais on va poser les choses avec des chiffres forcément et puis essayer d'améliorer un petit peu ce projet-là, si on décide de le reconduire l'année prochaine. Voilà pour ça, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'oublie quelque chose, Christelle, dans les événements, toi qui connais toujours tous les événements? Non, très rapidement, une conférence Éduquer sans crier, c'est possible, le 5 octobre prochain. Et la visite de l'usine Sulky-Burel samedi qui vient, il y a des créneaux de 8h30 à 16h et ça promet d'être assez intéressant. Et il faut réserver. Oui, mais il reste des créneaux en après-midi notamment, donc voilà. N'hésitez pas, ceux qui n'ont jamais visité l'usine Sulky-Burel, ça vaut vraiment le coup, même avec les enfants, pour ceux qui en ont. C'est hyper intéressant. Voilà, et tu m'as enlevé quelque chose. Ah oui, et regardez bien aussi tout le programme d'animation de la médiathèque, hein, puisque ça va courir en ligne, tu trouves en ligne, il y a ça sur le... Donc il y a plein de choses, j'ai pas tout en tête, mais médiathèque qui a l'air de bien fonctionner, voilà, qui prend vie, des bons retours, des sourires à chaque fois qu'on voit des gens sortir, donc ça c'est hyper agréable. Pour l'instant j'ai pas vu beaucoup de retours négatifs, donc c'est bon signe. Et concours de pétanque du comité de jumelage le 7 octobre, voilà, pour financer l'accueil des Allemands qui aura lieu l'année prochaine, un grand moment festif aussi qui s'annonce en 2024. Eh bien écoutez, c'est parfait. Oui, une question de Anne.
Tout à fait. Voilà, 15 places PSU sur 20 dans le projet de crèche à côté de la maison de l'enfance. Eh bien, très bien. Écoutez, bonne soirée à toutes et tous.